j'ai travaillé dans ma thèse sur les grèves ouvrières en mai-juin 68 et dans la décennie suivante en France. Et ensuite, j'ai élargi ça. C'est vrai que je m'intéresse aux grèves ouvrières en France, plutôt au XXe siècle, même si de plus en plus, j'ai regardé aussi le XIXe siècle. Voilà. Ce souci de travailler sur la France m'a conduit à regarder aussi ce qui pouvait se passer dans d'autres pays voisins, donc, et en particulier l'Italie. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'insister sur le fait qu'on est dans des séquences européennes. Et en fait, si on s'amuse à regarder les moments de forte conflictualité au XXe siècle, on voit qu'on a assez fréquemment un cadre européen, que ce soit pendant et après la Première Guerre mondiale, que ce soit dans les années 30 au moment du Front populaire, qui surgit aussi en Espagne et en Belgique, que ce soit après la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui s'explique par le fait que on est dans des évolutions industrielles qui ne sont pas spécifiquement françaises et dans des cadrages politiques qui dépassent la seule France. Et donc, ces éléments-là concourent à ce qu'on ait souvent des ressemblances, des points de comparaison assez intéressants. Le projet qui porte l'espoir et l'effroi est un projet strictement français qui vise à regarder, à étudier les manières dont on a écrit sur le monde ouvrier au XXe siècle en France. Quand on est patron, sociologue, analyste divers, ou quand on est soi-même ouvrier ou ouvrière et qu'on veut écrire soit des tracts, soit des autobiographies, soit des récits, etc. Le propos du livre est de montrer que ces écritures s'ordonnent en quelque sorte autour de ces deux pôles que sont l'espoir, un espoir de promotion, d'élévation, voire de révolution, ou l'effroi face à ce que peut représenter ce monde ouvrier qu'on redoute, qu'on craint ou qu'on méprise. Pendant la Première Guerre mondiale, avec l'arrivée des travailleurs coloniaux en France, la manière dont on écrit sur le monde ouvrier est transformée. Deuxième exemple qui me vient comme ça, comment l'arrivée de la rationalisation, le développement, l'importation du taylorisme suscite un certain type d'écriture sur le monde ouvrier. L'idée, c'est de remontrer à partir de ces écritures aussi ce que ça donne à voir sur ce qu'a été ce XXe siècle. Une de mes grandes hypothèses, si vous voulez, c'est que le XXe siècle en France est en fait un siècle ouvrier, qui est très profondément ordonné par ce que j'appelle la centralité ouvrière, c'est-à-dire l'importance cardinale du monde ouvrier, qui a été une grande question à la fois sociale et politique. Avec quelques collègues qui sont aussi des amis, on a décidé de s'atteler à un séminaire de recherche qui a débouché sur ce livre sur les enquêtes ouvrières, dans une optique plus ample, 19e, 20e siècle, et sur l'Europe occidentale. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir, en croisant un certain nombre de travaux, d'enquêtes, etc., on va retrouver ces saillances que j'avais repérées dans l'espoir et l'effroi. J'ai d'abord travaillé sur les enquêtes de grève parce que c'est un peu ma spécialité. Depuis ma thèse, en fait, je regarde les manières dont on écrit à l'occasion des grèves. Avec mon ami Éric Jerkens, nous avons travaillé sur les enquêtes de la JOC en France et en Belgique, parce que là aussi, c'est intéressant pour moi de regarder la manière dont les églises ont écrit sur le monde ouvrier. Il y a énormément de choses. L'Église a été très profondément marquée par cette centralité ouvrière. Avec Isabelle Lespinay-Morin, nous avons fait une contribution à quatre mains sur le musée social, une institution de la réforme sociale qui est née en 1894, qui était un des grands laboratoires de l'enquête ouvrière à la fin du 19e, début 20e siècle. Avec Eric et Jerkens et Nicolas, nous avons surtout écrit une introduction que j'aime beaucoup, que j'espère intéressante, qui problématise largement cette question. Et j'espère que ce texte restera parce que j'y suis particulièrement attaché. Voilà.